Le premier sujet véritablement inscrit sur la table de débat ce dimanche sur Info TV porte sur la modification de la Constitution au Cameroun. Nous allons évoquer les enjeux mais également les implications de cette réforme constitutionnelle. Mais avant de repasser la parole à nos invités sur ce plateau, je vous propose de suivre cette attitude d'un cacique du RDPC, l'honorable René Zenguele. C'était au Parlement camerounais hier. La précipitation avec laquelle vous conduisez cette réforme-là est suspecte. La manipulation des institutions, les scrutins, est une maladie qui tue les États africains. Si ce vice-président doit être nommable et révocable à merci, à souhait. Ça veut dire qu'il n'est pas utile et il n'est pas nécessaire. Il faut une stabilité au niveau de l'exécutif, mais cette stabilité ne s'obtient pas avec le caractère mouvant de l'homme. En regardant la manière dont nous organisons cette affaire, la précipitation est à son comble. Alors qu'il s'agit d'un sujet d'une très grande importance. Je suis très heureux de participer à cette réunion parce que, à hasard de calendrier, fortuitement ou volontairement, on nous fait travailler pendant la semaine sainte. Jeudi, vendredi, samedi saint, et demain, le Seigneur sera ressuscité. Et nous aimerions que, au sortir de ce congrès, le Cameroun soit ressuscité. Mais ma volonté, à elle seule, ne suffit pas. Les partenaires, les artisans du Congrès doivent nous permettre. Professeur Mathias Erico Owenangini, vous êtes politologue, je le souligne avec grand trait. Vous avez suivi l'attitude d'un cacique du RDPC qui pense que la précipitation avec laquelle cette modification a été menée au niveau du Parlement, cette précipitation selon lui est suspecte. Votre regard? Merci de me donner la parole. L'honorable René Zenguele s'est exprimé sur la réforme qui était en cours et à ce moment-là discutée par le Congrès, c'est-à-dire la composition formée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et il a donné son avis sur le processus. Mais il faut savoir que ce qui est essentiel dans un tel processus, c'est le vote. Les différents acteurs, en tant que membres du Congrès, peuvent exprimer leur position. Soit ils sont favorables, soit ils sont défavorables. Mais ce qui est déterminant, c'est le vote. Une fois donc que la réforme est soumise au vote, quelle est l'option qui l'emporte? Est-ce que c'est l'option qui conteste ou est-ce que c'est l'option qui approuve? Bien entendu, au vu du rapport de force politique, c'est l'option qui approuvait la réforme qui s'est imposée. Maintenant, quand il parle de précipitation, est-ce qu'il y a pour ce genre d'initiative des contraintes en termes de calendrier et en termes de timing et en termes de gestion du timing? Non. Les autorités qui sont susceptibles d'initier un projet de révision ne sont pas inscrites dans des contraintes temporelles. C'est en fonction
de l'orientation qu'elles se donnent, qu'elles peuvent initier un projet de révision. Ces autorités sont le président de la République ou le Parlement réuni en congrès, c'est-à-dire composé du Sénat et de l'Assemblée nationale. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, la procédure a été strictement respectée et la substance du droit qui est inscrit dans la loi fondamentale est substantiellement respectée. Pour l'instant, je ne développe pas, mais j'aurai l'occasion de revenir sur le respect et des aspects procéduraux et des aspects substantiels. Merci, professeur Awanangini, professeur Nkumvondo. Allons justement dans les détails de cette réforme constitutionnelle au Cameroun. Il est écrit que le vice-président, qui verra donc le jour une fois qu'il est nommé, parce qu'il faut également signaler qu'il sera nommé par le président de la République, et c'est le même président de la République qui peut également le révoquer, entre guillemets. En cas de vacances pour multiples raisons, c'est le vice-président qui assurera l'intérim et qui deviendra le président de la République. Beaucoup pensent qu'il y aura donc un problème de légitimité, puisque lui, le vice-président, il n'a pas été élu. Le regard du juriste que vous êtes. Avant le regard du juriste, il y a le regard du citoyen. Le regard de l'homme politique que je suis, que vous m'avez présenté comme étant le leader du parti Univers. Et je suis un peu gêné que vous alliez avec moi au fond, alors que vous avez très bien lancé le débat à partir de la forme, en nous présentant les propos de celui que vous avez l'honorable René Zenguele de classique. Tout à fait. Et moi je dirais sur ces questions de forme, qu'on ne s'y laisse pas du tout tromper. Nous venons de vivre là, dont hier, d'ailleurs j'étais assis dans mon fauteuil et je regardais ces choses-là avec des pop-corn à côté. C'est une tragicomédie que nous vivions. Ah bon? C'est du théâtre. Et ce que vous venez de montrer là, c'est du théâtre. Vous avez là, je parle de l'image que vous avez présentée. René Zenguele est un grand comédien. Ça en a tout l'air, en tout cas. En ce qui me connaît, et c'est mon opinion. Libre aux uns et aux autres d'avoir leur opinion sur la question. Vous avez là un monsieur qui est au Parlement parce qu'il a été nommé. Vous savez très bien que c'est par décret du président de la République qui s'est retrouvé au Sénat. Zenguele. Un nommé qui porte la parole pour s'opposer à la nomination de vice-président. C'est un peu tiré par les cheveux, c'est du théâtre. Dans ce jeu théâtral, on a véritablement l'impression qu'on a bien choisi les acteurs. Et Zenguele, dans cette affaire, a été choisi pour être le Lucifer dans la pièce de théâtre qui se joue. C'est-à-dire le bon diable, pour emprunter une expression que les Camerounais affectionnent bien. Professeur, il faut bien que nous allions au Parlement et donner les... C'est moi qui parle. Oui. Allez lui donner la parole si vous voulez. C'est moi. Non, je vous lance. René Zenguele a un certain âge. Il a un certain cursus. Vous pensez qu'il peut accepter jouer ce genre de rôle alors qu'il est face à l'histoire? Je vous dirais même qu'il est coutumier du fait. Vous voulez revenir en 2011? Ah, je ne vous le fais pas dire. Pour donner l'impression qu'au sein du RDPC, on est libre de challenger le grand champion, on fait de Zenguele celui qui va lever le doigt pour dire qu'il est candidat, sachant bien que ça ne peut rien donner. Comme il a tellement bien joué son rôle, il a été récompensé par un décret. Et on lui a dit, tu sais très bien jouer, avec ton âge, tu feras un peu plus sérieux. Eh bien, nous allons montrer à la face du monde que même au sein du RDPC, il peut y avoir débat. On a souvent décrié les hautes instructions au sein du parti, la discipline du parti. Montrons à la face du monde que on peut être du RDPC, nommé par Paul Biya, le champion du RDPC, et s'opposer
à un texte déposé pour validation au niveau du Parlement. C'est ce rôle-là que Zengele est venu jouer. Écoutez les applaudissements. Mais vous voyez la contradiction qu'il y a entre l'applaudimate et le nombre de voix, finalement, c'est du théâtre. Regardez aussi le décor dans cette salle de spectacle. C'est-à-dire, on a transformé notre Parlement, la salle du Parlement, appelée de façon la plus ubiesque Palais Paul Biya. Ok, allons-y. Vous avez au centre du mur, dominant toute la salle, d'un Parlement, le chef du pouvoir exécutif. On nous dira oui, il y a sa place en sa qualité de chef de toutes les institutions. Mais ayons un peu de la réserve lorsqu'il s'agit de planter le décor dans un Parlement. Il est indécent que pour un pouvoir qui doit être un contrepoids au pouvoir exécutif, que l'image, la photo du chef de l'exécutif, qu'on doit contrôler, même si c'est pour la forme, trône sur les têtes de tous ceux qui sont là-bas. Il fallait montrer évidemment qu'il y a, pour cette pièce de théâtre qu'on aurait bien pu intituler La démocratie au royaume du Dieu Paul Biya. C'est, pour moi en tout cas, le titre qu'on aurait pu donner à cette pièce de théâtre. Et le texte qui se jouait de ce côté-là pourrait bien être tiré de l'évangile, d'une Bible écrite par des créatures de Paul Biya, traduction juridique, projet de loi. On ne s'y oppose pas. On accepte ce qui a été dit parce que ce qui vient de la Bible inspirée par Dieu Paul Biya, on ne discute pas, on vote, on n'enlève pas un seul mot, on ne change pas un seul mot. À la limite, l'assistant metteur en scène peut venir corriger quelques fautes d'orthographe, quelques fautes de grammaire, pour donner l'impression que on peut quand même corriger un texte qui venant tiré de l'évangile, sorti de la Bible, qui n'est pas écrit par Dieu. Vous savez, Dieu n'a pas écrit. Ce sont les créatures de Dieu qui écrivent la Bible de Dieu, inspirée donc de Dieu. C'est pour dire que un peu de votre pièce de théâtre. Nous plantons le décor, oui, et pour dire que tout cela se fait à la barbe du peuple camerounais, qui malheureusement ne semble ne pas avoir pris conscience de ce que c'est son destin qui est en train de se jouer sous la forme d'une pièce de théâtre. Et pour finir, permettez-moi d'appeler ici Aimé Césaire qui, à travers son personnage célèbre, le roi Christophe, qui a même existé, disait en s'exclamant « Pauvre Haïti », j'ai envie de dire « Pauvre Afrique ». D'ailleurs, c'est la même chose. Permettez-moi donc de dire, en paraphrasant cet illustre écrivain, « Pauvre Afrique, oh, pauvre Cameroun ». En réalité, ce n'est que la même chose. Merci professeur Prosper Okumvanda, professeur Massanga Yamding. Je reviens sur la question que j'ai posée au professeur Onkou. Oui, il n'a pas répondu, je la reprends. Oui. Je veux qu'on aille un peu plus en profondeur, hein, professeur. Oui, je vais le faire. J'ai lu le texte, et le texte dit quelque part que le vice-président, si jamais il y a une vacance à la tête du pouvoir pour multiples raisons, démission, ainsi de suite, c'est lui qui devient le président de la République et il prête serment. Beaucoup estiment qu'il aura un problème de légitimité, puisque pour le Cameroun, on dit que pour gouverner, pour être chef de l'État, vous passez par une élection. Votre regard? D'abord, je voudrais aborder une casquette pure de juriste. J'irai même plus loin de juriste anthropologue. Vous savez, l'anthropologie, anthropos, c'est l'homme, logos,
ces sciences qui étudient l'homme et arriment les comportements des États à leur réalité socio-culturelle. D'ailleurs, je vais vous faire une révélation. Dans ce séjour scientifique que je traîne au sein du LAJP, où je suis membre du conseil scientifique depuis 25 ans, à l'Université de Paris 1, j'ai découvert que Nkumbondo était membre de ce laboratoire. Et d'ailleurs, je lui ai dit en off que, mais tiens, mais je ne savais pas que tu étais aussi, comme moi, un disciple de roi et la Lyon. Il m'a dit, mais oui, j'ai bien soutenu et travaillé aussi quelque part ma thèse, le droit avec le roi. Donc, je crois que... Je suis anthropologue du droit à la base. Anthropologue du droit, c'est-à-dire que... C'est ce du laboratoire d'anthropologie. Bien sûr, notre grand laboratoire, on me l'a confirmé, 14 rue Cujas. Voilà. Donc, je pense que quand on regarde cela, nous sommes, pour répondre directement à votre question, dans la recherche de deux choses. D'abord, la consolidation de l'État. Vous savez, nos héritiers, je ne voudrais pas tous les citer ici, Alio et les autres nous ont toujours dit que on peut consolider un État par le droit, on peut aussi consolider un État en arrimant les pratiques à nos réalités propres. Je constate donc que, je vais très vite pour ceux qui nous écoutent, nous sommes dans les systèmes politiques africains où, sur la seule projection de l'institutionnalisme, vous savez, l'institutionnalisme, c'est le relégat des partisans du droit positif. C'est-à-dire ceux qui vont toujours chercher qu'est-ce qu'a dit le droit, qu'est-ce qu'a dit la norme, et ils ont souvent tendance à ignorer les pratiques. Et si vous faites donc une historicité objective, au regard de la dernière élection présidentielle, on a vu les armes où les Camerounais ont perdu la vie. Si nous allons chercher très loin, le corps d'Anissé Kané est encore là. Si nous allons regarder dans la pratique gouvernementale, il y a des dissensions très fortes avant l'élection présidentielle qui ont opposé vertement les pontes du régime. Rappelez-vous des grands conflits qui opposaient ouvertement le ministre d'État Fabien Dogo au ministre René Sadi. Quand on vient dans un plateau comme celui-ci, je dois le dire, pour qu'on sache aussi que d'autres aussi sont prêts pour comprendre qu'on doit stabiliser cet État. Et puis, rappelez-vous aussi du courage affirmé par le ministre René Sadi lorsqu'il y a eu la grande consultation du Sud, lorsqu'il avait en face de lui aussi le très respecté ministre Sadi qui lui a dit, quelque part, à son hôte de la présidence, que ce n'est pas sûr que c'est le président qui vous mandate. Donc, on peut aller plus loin. On est arrivé à ce niveau de doute. Alors, si on arrive donc à cela, il était temps qu'on stabilise l'État. Oui, je ne vous dis pas, la loi a dit que, l'autre a dit que, la légitimité, la pratique. Nous sommes dans les systèmes politiques africains. Le président Biya a observé, en 2007, souvenez-vous, lorsqu'il s'est retrouvé devant France 24, il a dit, le Cameroun n'est pas une monarchie. Moi, j'aime réfléchir sur les non-dits. Qu'est-ce qui peut expliquer ce changement de revers? C'est qu'à un moment donné, le sage Paul Biya a compris que ses objectifs étaient confisqués par des personnes à qui il a donné l'opportunité de montrer ce qu'ils savent faire, mais ils se sont beaucoup plus préoccupés à la prise du pouvoir. Ça veut dire que la vacance, je reviens donc sur le fondement essentiel de ce texte. La vacance était une période d'errement, une période de mutilation de notre stabilité. Et il s'est dit bien, en place et lieu de la vacance, parce que c'est lui qui est responsable, il est garant de l'unité du pays, il est garant au niveau territorial de la garantie de notre territoire. Et vous voyez qu'il s'est dit bien, après 43 ans d'expérience, j'ai vu ce qui s'est passé ailleurs. Et n'est-il pas temps que je revienne sur une décision fondamentale en prenant mes responsabilités, parce qu'une vacance peut nous coûter cher. Attendez un peu, professeur. Oui. Au niveau du Cameroun, oui, en l'état actuel des choses, oui, lorsqu'il n'y avait pas encore l'institution, la mise sur pied d'un poste de vice-président, oui, la constitution était claire, je ne vous apprends rien. Oui. En cas de vacances, c'est le président du Sénat qui prenait la relève. Bon, en anthropologie, pourquoi vous parlez d'errement? Alors, je vais être clair, mais scientifiquement rigoureux.
Il y avait ce qu'on appelle, si nous prenons l'article 6, d'ailleurs je vais vous accompagner, alinéa 6, ce qu'on appelle l'intérimat présidentiel. C'est-à-dire l'intérimat, c'est que le président n'est plus là, il y a un intérimaire pendant un certain nombre de jours, je crois 90 jours, qui mijote quelques exercices à l'effet de voir s'il peut se présenter ou présenter un autre. Or, la dimension juridique, et je dirais toujours, et là j'interpelle mon collègue anthropologue du droit, la dimension anthropologique copernicienne. Parce que vous savez, Copernic, c'est quelqu'un qui est venu, il s'est levé, il a dit, la Terre tourne autour du Soleil. Alors on lui a dit, non, ce n'est pas vrai. On l'a pendu à Galilée. Et la dimension copernicienne est que les Camerounais doivent bien faire la différence entre la vacance, qui ne va plus exister au Cameroun, et l'intérimat présidentiel. Ça veut dire le président n'est plus là, il est empêché ou démission, on a un président. Et voilà pourquoi ma question est claire. Oui. Le nouveau président qu'on aura donc sur cette forme-là, c'est-à-dire il y avait un monsieur qui était vice-président, qui a été nommé par le président de la République. Le président ne peut donc plus exercer ses pouvoirs. Oui. Le vice-président prend donc les règnes. Entre-temps, qui a élu ce vice-président qui devient président de la République? Est-ce qu'il y aura donc un problème de légitimité en s'appuyant toujours sur la Constitution? Professeur, c'est la même Constitution qui dit que le président de la République du Cameroun est élu. Écoutez, vous m'envoyez justement sur ce que j'ai commencé par critiquer. La perception occidentalo-centrée des institutions. Je crois que ce que vous faites bien aujourd'hui, c'est que vous avez invité des enseignants. Hein. Et mieux encore, je crois que nous sommes tous ici 3 professeurs titulaires des universités. Tout à fait. Donc il faut comprendre que nous sommes dans le système politique africain et je vais vous expliquer pour répondre techniquement encore à votre question. Et en chutera. Vous savez, il y a eu un débat que Koumvondo, qui est anthropologue du droit, connaît bien, entre Émile Durkheim, à une certaine époque, qui est l'un des pères du fonctionnalisme. Et ce débat l'opposait, en son temps, à quelqu'un qui connaît bien Bronislaw Malinowski. Bronislaw Malinowski, c'est ça. Alors, les deux sont fonctionnalistes. Vous savez, le fonctionnalisme, c'est l'observation de la gouvernance par les fonctions et par le rôle que chacun joue dans la société. Alors, Durkheim dit, la fonction pour moi et sa force, c'est l'institutionnalisme. Mais Malinowski vient lui dire non, c'est la pratique. Donc au Cameroun, on voit des dangers, on voit les comportements des agents de l'État, on voit le comportement de ceux qui ont le pouvoir. Et à un moment donné, si nous nous appuyons sur Malinowski, il dit mais non, c'est la pratique qu'on doit juger. Et vous voyez donc un autre chercheur, qui est notre maître pratiquement, nous tous ici, nous avons fait études de droit, y compris Nougat, du verger. Il vient, il institue ce qu'on appelle la pratique fonctionnelle du pouvoir. Vous voyez, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, vous savez, vous pouvez parler, faire des débats, mais les gens peuvent aussi nous suivre dans les réseaux sociaux, vous allez voir que le père du pouvoir fonctionnel, c'est-à-dire qui met fin aux entraves de la guerre, de la déstabilisation, c'est du verger dans le jeu politique, il est constitutionnaliste. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un président qui vient vous dire quand même que je vous ai compris, je reprends les choses en main, plus de vacances. Merci professeur. On n'a pas sorti de Sciences Po, de la Sorbonne ou de toute l'école pour comprendre que c'est un mécanisme qui institue une nouvelle forme de gouvernance parce que même dans nos coutumes africaines, hein, le vide ne porte pas bonheur, sous le contrôle de Maître Nougat. Et je crois que qu'on aime Paul Biya ou pas, qu'on aime ces régimes ou pas, eh bien, on est quand même obligé de reconnaître qu'il s'agit d'un système politique qui nous est propre, que vraiment, quoi que l'on en dise, merci professeur. Il permet à ce pays enfin de se stabiliser et à Paul Biya lui-même d'être jugé. Merci. On comprend que le professeur Messanga Nyamding soutient cette réforme constitutionnelle. Je ne soutiens pas, j'explique. D'accord. C'est mon rôle. Vous savez, j'ai décidé, c'est comme ça ici, de garder beaucoup ma touche académique. Parce que les touches politiques et autres m'ont coûté trop cher. On va prendre un autre qui a décidé aussi de garder sa touche d'avocat et surtout de juriste devant Dieu, devant les hommes. Lui, il y a trop de touches sur ce plateau.
tout se mélange. Alors, Maître Mouga, nous avons suivi certains hommes politiques qui ne mâchent pas leurs mots pour dire que ce qui vient de se passer au Parlement camerounais est tout simplement un scandale. On aura tout simplement assisté à un coup d'État constitutionnel et même institutionnel. Écoutez, je pense que ceux qui l'ont fait sont en retard. Depuis 1958, le Cameroun, et je crois que j'ai déjà essayé de discuter ça sur vos plateaux, le Cameroun n'est pas fait par les Camerounais, c'est-à-dire les populations du Cameroun. Il est fait par qui? Il est fait par le colon, le colonialiste. Le colon est parti depuis, hein? Mais oui. Et c'est ça, le colon, il est parti, mais en réalité, il n'est pas parti. Je n'ai vu aucun colon au Parlement hier. Je vais vous dire, il n'y avait au Parlement que les colons. Prenons l'exemple du ministre Zengele. Oui. Excusez-moi, je n'arrive pas à l'appeler sénateur, parce que j'étais tellement habitué à l'entendre ministre. Toute ma jeunesse, c'était le ministre Zengele. Il fait partie des gens qui ont suivi de manière assidue la justification des assassinats systématiques des leaders d'opinion, des leaders politiques de post-indépendance. Ils ont rejeté un système politique qui pourrait être mis en place par les populations du Cameroun. Ils ont accepté le système politique qu'on a aujourd'hui et que la terre entière, les professeurs aussi sont là, ont appelé le présidentialisme. Quand on lit Duverger, vraiment, le présidentialisme, il parle du président. Non, c'est pas le président. Si, il parle du président. Il parle du président. Quand il arrive. C'est Jiquel qui parle du présidentiel négro. C'est pour ça que vous voulez dire. Duverger ne parle pas du présidentialisme tel que nous l'appliquons. C'est plus tard qu'on a trouvé un système qu'ils ont appelé le présidentialiste. Parce qu'il y a le système présidentiel. Et en Afrique, on l'a appelé le système présidentialiste. Un système en réalité qui fait une sorte de monarque. Il fait du président un monarque. Le monarque fait tout ce qu'il veut. C'est le cas du Cameroun? C'est exactement le cas du Cameroun. C'est ce qui vient de se passer à l'Assemblée. Ce qui vient de se passer à l'Assemblée. C'est-à-dire, le monarque a décidé que les autres... C'est pour ça que je dis, ceux qui crient sont en retard d'une guerre, au moins. Parce que ce système a été reproduit en 90, 96, en 82, oui. En 2096, la dernière, et puis 8 janvier 1996. Oui. Et si nous avons connu cette réforme en 2008. C'est le même système. La seule manière pour ces gens dont je soupçonne qu'ils sont des opposants ou qui se prétendent opposants, c'est de prendre au sérieux les élections législatives et de décider de battre le soutien principal de ce présidentialisme à l'Assemblée nationale. Ils le battent, ils prennent la direction de la législation nationale. Donc, quand les gens crient qu'on a eu machin, truc, en réalité, pour moi, je suis désolé, parce que je suis aussi opposant, je suis désolé, ces gens-là, ils montrent qu'ils ne sont pas à la hauteur. Ce ne sont pas des gens à la hauteur. Les gens, quand il faut aller aux élections, chacun cherche son frère ou son cousin, on balaye le discours, on achète les médias, on cherche de l'argent pour acheter des électeurs, sans dire aux Camerounais l'enjeu fondamental des institutions et ce que nous pouvons tirer des institutions. Donc, vraiment, je suis désolé de le dire de cette manière, mais je vous assure que ça va continuer si on ne le dénonce pas. Nous qui voulons faire la vraie opposition, une opposition patriotique et nationaliste, nous qui voulons faire cette opposition, on est énormément déçus.
Très bien. Du déficit du discours, du déficit d'organisation, du déficit de projection programmatique. Il n'y a rien. Chacun veut remplacer Paul Biya. Chacun veut devenir président de la République. Tout à fait. Sans programme, sans projet, sans rien. Et c'est entretenir ce système politique. Parce qu'il faut sortir de ce présidentialisme pour envisager, je ne sais pas moi, un parlementarisme. On peut décider de faire du parlementarisme. Ou encore, et c'est là où je vais être en porte-à-faux avec les professeurs, pour dire le constitutionnalisme anthropologique doit être envisagé. Mais c'est ce que j'ai dit. Si je suis d'accord avec des professeurs. Non, mais ce ne sera pas avec... Je suis d'accord avec vous. Oui, je suis d'accord, mais ce ne sera pas avec... Avec les thèses Durkheim, avec les thèses... Parce que ici en Afrique, en Afrique, professeur, nous avons des thèses qui sont africaines. Nous sommes d'accord. Noires, s'il faut le dire comme ça, et qui organisent les États. Que ce soit en forme de royaume, que ce soit en forme de... Et des États véritablement démocratiques. Je voudrais parler d'Amadou Ampateba, hein. Dans ma diffusion encore que cette dimension. Si vous me parlez de la charte, on va chuter maître. La charte du Fou, moi aussi j'arrive pas à prononcer. Kurukan Fuga. Si vous me parlez de cette base, de cette charte, tout à fait, je vous comprendrai. Mais il y a encore des choses à faire. Il y a des choses à faire ici à nos pieds. Et c'est dommage. Il y a un petit ouvrage que le professeur Joseph Oona a écrit. J'ai oublié le titre, mais je l'ai lu, sur le constitutionnalisme africain. Oui. Il nous a donné des voies, des pistes où on peut créer des États africains. Donc je dis constitutionnel et système politique africain. Non, c'est pas celui-là. C'est l'un des derniers ouvrages. C'est l'ouvrage sur les chefferies traditionnelles. Oui, sur les chefferies. Voilà, c'est les chefferies traditionnelles. Je dis que cet ouvrage a des pistes. Il faut les lire. Parce que nous sommes tous, c'est là où je voulais dire que je ne suis pas très d'accord avec les professeurs, nous sommes tous portés vers Durkheim, vers Verger. Mais monsieur, nous avons des choses qui nous sont propres. C'est compris. Et qui peuvent mieux organiser la société. Merci maître. Madame Abega, ce matin, nous parlons des enjeux et maintenant des implications de cette nouvelle réforme constitutionnelle au Cameroun. La préoccupation que je vous envoie est celle de savoir si cette modification au constitutionnel ne porte pas atteinte au fondement démocratique. Déjà, je vais parler un peu comme le professeur Nkumvondo. Là, nous avons assisté au Parlement du rire. Oh là là. Oui. Merci, madame. Parce que c'était une terrible mise en scène. Mais c'est dangereux ce que vous dites. Hein? Pourquoi? Que les députés de toute une nation, des sénateurs de toute une nation se rassemblent pour parler des choses sérieuses de la République et vous dites que c'est le Parlement du rire. Oui, c'est le Parlement du rire. Parlement du rire parce que si je parle des députés, ils sont encore là parce que c'est la force d'un décret qui les maintient encore au Parlement. Disons qu'il y a un problème de légitimité. Je parle de la force d'un décret. Si je reviens en arrière, je dirais que même dans les mairies, il y a encore des maires et des conseillers municipaux qui sont là par la force d'un décret. Parce que le peuple camerounais ne se reconnaît plus en ces gens. Voilà pourquoi je parle de problème de légitimité. Oui, on dit la même chose. Le peuple ne se reconnaît plus en ces gens. Ces gens ne servent que celui qui leur a donné la possibilité de continuer à siéger au Parlement, donc le président de la République. Parce que je ne suis pas juriste, je ne suis pas constitutionnaliste, mais je veux quand même dire que pour un sujet aussi sensible, aussi important, je pense qu'à un certain moment, il fallait quand même consulter le peuple par la voie d'un référendum. Je ne sais pas, ils vont peut-être nous expliquer. Oui, ils vont peut-être nous expliquer. Mais je crois que quand on instaure le poste de vice-président, ça touche un peu la forme de l'État. On n'avait pas
le vice-président. Est-ce que c'est un changement de nom? Parce que maintenant on parle du secrétaire général à la présidence qui a la délégation du pouvoir, la délégation de signature. Et aujourd'hui on nous parle d'un vice-président nommé et qui à un certain moment aura aussi les prérogatives de nommer un autre vice-président. C'est trop de pouvoir. Maintenant, un vice-président qui sera nommé, la peur, c'est que ce vice-président sera à la solde du président de la République. Le président de la République n'ira pas chercher quelqu'un qui ne maîtrise pas. Le président de la République ira chercher quelqu'un à qui il peut donner des ordres, quelqu'un qui peut lui obéir. Surtout que s'il ne respecte plus ce que dit on va le limoger. Donc, il y a un problème, véritablement un problème de légitimité. Est-ce que le peuple camerounais, en 2026, nous ne sommes plus en 82. En 82, le président de la République actuelle est venu au pouvoir parce qu'il était le successeur constitutionnel. Mais je pense que le président Ahidjo avait eu le temps de préparer ce successeur constitutionnel pendant plusieurs années. Donc, je ne sais pas pourquoi, comment est-ce que cela est né seulement en 2026, parce que nous sortons d'une élection présidentielle en 2025. Le président de la République aurait demandé à son Parlement, parce que c'est désormais son Parlement, de modifier la Constitution sans consulter le peuple, mais de lui donner la latitude de faire un scrutin de liste où il devait proposer son vice-président élu démocratiquement, que ça ne ferait pas bavarder les Camerounais. On aurait eu un vice-président élu en octobre 2025, que ça ne poserait aucun problème. Mais là, à nous imposer un vice-président nommé, après, si ce vice-président ne fait plus comme je dis, je vais l'enlever pour mettre un autre vice-président, on risquerait de se retrouver avec beaucoup de vice-présidents nommés. Et à un certain moment, le vice-président qui aura aussi à qui la Constitution ouvre le boulevard de nommer un autre vice-président, finalement, est-ce que ça, pour nous dire que les suffrages ne sont plus importants, qu'on peut désormais avoir un état de nommer, les conseillers municipaux et les maires nommés, les députés nommés, le président de la République nommé, et peut-être un jour les sénateurs nommés. Donc ça veut dire que la démocratie a pris la démocratie a pris un coup. La démocratie a pris un coup. On se fiche pas mal du peuple. Or le peuple est souverain. Les fondamentaux disent que le peuple est souverain. Mais où est donc passée la souveraineté du peuple? Le professeur Nkombondo a fait allusion aux acclamations que nous avons tous suivies dans le reportage, l'extrait du discours du sénateur Zengele. Mais on a comme l'impression que toute la salle a acclamé ce qu'il disait, mais le vote a dit autre chose, parce que ces gens-là réconforte la thèse oui, c'est la comédie. Ils n'ont plus de compte à rendre au peuple camerounais, parce que le peuple camerounais qui a rendez-vous avec les urnes tous les 5 ans pour voter, et les conseillers municipaux et les maires et les députés ne se reconnaissent plus en ces gens. Donc ils n'ont plus rien à dire au peuple. Le peuple, ils n'ont pas de compte à rendre au peuple, ils ont le compte à rendre au président de la République qui les a nommés.